6 h du matin, en Guyane, au cœur de la jungle amazonienne. 22 volontaires viennent de commencer l'épreuve la plus dure du stage Jaguar organisé par la Légion étrangère, le brancardage d'une victime. Si ses camarades lâchent le tronc d'arbre, le blessé peut se noyer dans la boue. Ensemble, ils doivent franchir 400 mètres de marécage en 1 h 30 maximum. Allemand, vas-y, passe devant, passe. Hey, donne un coup de main ici, là. Une épreuve exténuante, dans un milieu particulièrement hostile, sous la pression permanente des instructeurs. Pas d'accord. Arrêtez de subir. Coups de feu, explosions, tout est fait pour plonger ces hommes dans un stress comparable à celui d'une zone de guerre. C'est leur survie à tous qui est en jeu. Sans cohésion, ils n'ont aucune chance. Ici, pas de nom, tout le monde porte un numéro. Et ce jour-là, celui qui a la responsabilité de diriger le groupe, c'est lui, numéro 19. Mais son épuisement est tel qu'il ne semble plus en état de commander. Hé, chef du groupe, inexistant. Le stage Jaguar est considéré comme l'un des plus durs au monde. Pour ces volontaires, ce brancardage est une épreuve quasi mythique, celle qu'il faut absolument réussir, coûte que coûte. Allez, 19, ça avance. Mais si le numéro 19 ne se reprend pas très vite, ils courent tous à l'échec. Sur les pentes enneigées des Pyrénées ou au fin fond de la jungle équatoriale, nos équipes ont suivi l'entraînement de militaires aguerris confrontés à des situations extrêmes. On dort pas du tout. Complètement coupés du monde pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ces hommes ont dû puiser dans leurs ressources physiques. Tu t'aperçois rapidement que tu ferais pas ça, tu gréverais pas une montagne entière. Et mentales. Il était temps que ça s'arrête. Pour apprendre à survivre dans les conditions les plus éprouvantes. On a subi une tempête qui a duré une bonne heure et demie, je pense. Dans un décor d'apocalypse, Secours! nous avons également suivi la formation de secouristes capables d'intervenir n'importe où dans le monde pour sauver les victimes de catastrophes naturelles. Si vous m'entendez, faites du bruit! Stage de la Légion étrangère en Guyane. Si on se laisse mourir, bah on va mourir. De l'armée de l'air dans les Pyrénées. On serait mieux à la plage avec une Caipirina, c'est sûr. Ou des spécialistes des opérations de sauvetage après un séisme. Ici les secours, est-ce que vous nous entendez? Ils ont tous un point commun. Apprendre les techniques, les méthodes ou les stratagèmes qui permettent de survivre et de sauver des vies sur n'importe quel théâtre d'opération. Allez! La Guyane française, en plein cœur de l'Amazonie. L'épreuve de brancardage du stage Jaguar se poursuit. L'objectif, exfiltrer un blessé jusqu'à une aire d'atterrissage où un hélicoptère pourra le prendre en charge. Si la victime arrive trop tard, ce sera un échec pour tout le monde. Le problème, c'est que le groupe, placé sous l'autorité du numéro 19, progresse de moins en moins vite. Pour l'instructeur Samuel, les stagiaires accumulent erreur sur erreur. Donc, quand ils ont tendance à subir un peu la piste, ils ont tendance à se reposer en s'asseyant dans le layon pour essayer de récupérer des forces, mais en fait c'est une grave erreur, puisque dès qu'ils se posent, la boue s'accroche au sac, aux équipements, et quand ils se remettent debout, ils ont gagné facilement entre 5 et 10 kilos entre l'eau qui rentre dans le sac et la boue qui s'accroche, donc c'est une erreur grave. Si de surcroît ils ont le malheur de poser le brancard avec la victime dans la boue, là c'est la même conséquence, avec le brancard qui s'alourdit facilement de 10, 15 à voire 20 kilos. Alors que le groupe du numéro 19 a déjà perdu beaucoup de temps,
une nouvelle difficulté de taille l'attend. Le croisement d'une autre section qui progresse en sens inverse. Là, c'est le meilleur moment, quand les deux groupes ils se croisent. Donc du coup, chacun cherche le moyen le plus facile pour plus avancer. Et ben ça donne quoi? Là, tout le monde est bloqué. À bout de force, les deux équipes se gênent mutuellement et perdent encore plus de temps. L'hélicoptère, il arrive dans 30 minutes. Si blessé, il n'est pas là-bas, l'hélicoptère, il repart, pas cette kérosène. Lorsque les deux sections se séparent enfin, celle du numéro 19 a déjà accumulé un retard critique. C'est inadmissible. Foutez-moi cette putain de brancale sous l'épaule. Tandis que de l'autre côté, le second groupe progresse beaucoup plus vite. Pourtant, son chef a lui aussi perdu le contrôle de la situation. Pour le lieutenant Samuel, c'est l'instinct de survie de ses hommes qui a fait la différence. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un groupe, le chef de groupe désigné n'a pas été capable d'assumer son commandement, mais il y a deux stagiaires qui ont pris le relais et qui assument le rôle de chef de groupe. Du coup, l'équipe est commandée et arrive à avancer, alors que dans l'autre, le chef de groupe a perdu le commandement de son groupe et personne n'a pris le relais. Et ce qui se passe, c'est que sans commandement, le groupe n'avance pas. Donc là, il y a un groupe qui arrive à s'en sortir assez bien, alors que l'autre aura du mal à finir. Une prédiction qui ne tarde pas à se confirmer. Sous le regard sans pitié des instructeurs, le groupe du numéro 19 ne progresse quasiment plus dans la boue. Alors que l'autre équipe va enfin sortir de cette tranchée de l'enfer. Allez, montez, montez. Là. 1, 2, 3, tout le monde met la main dessus. Lève. Allez, encore. Lève. Encore. Bouge. Encore. 1 heure et 10 minutes après leur départ, les hommes de la seconde section atteignent enfin l'aire d'atterrissage fictive. Allez, on finit en courant. Dans le cas d'un vrai combat, les chances de survie du blessé seraient intactes. Mais le chronomètre ne s'arrêtera que lorsque l'homme sera hissé à la verticale par ses compagnons. Très difficile, mais ça renforce l'esprit de cohésion. Ce stagiaire porte le numéro 21. C'est l'un des deux hommes qui a pris d'autorité les commandes du groupe en pleine tranchée. Je pense qu'on a mis à peu près un quart du parcours. Je ne connais pas encore le temps qu'on a mis sur le parcours. Je pense qu'on a mis à peu près un quart du parcours à essayer de trouver nos repères. Donc à peu près à un quart, on a réussi à être dans l'ordre et à trouver un système pour avancer plus vite. Donc on a fonctionné avec deux porteurs devant et d'autres personnes qui tiraient. Et c'est comme ça qu'on a réussi à peu près à s'en sortir. Donc après, ce qui aurait pu être amélioré, c'est de trouver cette technique dès le début. Et je pense que tout aurait été un peu mieux. Mais en même temps, je ne pense pas trop qu'on soit mal. Puis on a sauvé notre collègue. Le collègue en question, c'est le numéro 10. Même s'il n'avait rien apporté, pour lui non plus, ce n'était pas une partie de plaisir. C'est très dur aussi, victime, parce qu'il faut avoir confiance dans ses camarades. Si on n'a pas... C'est panique, parce qu'on voit comment ça bouge dans tous les sens. Et après, ils étaient très bien, parce que je ne me suis pas noyé. C'est bon. Pendant que les premiers arrivés reprennent leur souffle, le groupe du numéro 19 continue de batailler dans la boue. La main encore, la main encore. Allez, passe. Finalement, il terminera l'épreuve hors délai, 20 minutes plus tard. Une éternité lorsque la survie d'un blessé est en jeu. Ce retard est donc synonyme d'échec. Pour numéro 19, le chef d'unité, la pilule est amère. J'ai bien organisé mon équipe en fonction des forces et on a trouvé la bonne organisation que sur la fin. C'est con parce que on aurait pu gagner les 5 minutes et pas être échec. Et pas question d'espérer la moindre pitié de la part des instructeurs. Ici, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Il y a un groupe échec. Okay, un groupe 1h34. Cette piste, elle est réalisable en 1h30 maximum. Les conditions étaient favorables. Cette piste, on peut la faire à 8. Vous étiez 11. Et à 8, il y a des groupes qui arrivent à moins d'une heure. Moins d'une heure, conditions moins favorables que vous. Donc c'est pas prévu. Mais si je trouve le créneau, on recommencera. Allô ? À l'humiliation d'avoir échoué, s'ajoute donc la perspective de devoir retraverser cet enfer boueux. Pour le groupe du numéro 19, c'est ce qu'on appelle une double peine. Heureusement pour lui,
il va bientôt avoir l'occasion de se racheter. Retour en France, dans les Pyrénées. Un autre stage de survie dans des conditions radicalement différentes se prépare. Ces hommes sont des élèves pilotes de l'armée de l'air. Pendant 3 jours, ils vont apprendre à survivre par grand froid. Le caporal-chef Aurélien les met immédiatement dans l'ambiance. Donc dans un premier temps, vous allez avoir l'hypothermie. Ensuite, les gelures, des gelures qui peuvent causer des amputations. Ensuite, vous allez avoir la déshydratation. Vous êtes en milieu où vous ne serez pas acclimaté, donc prenez la bonne décision rapidement. Qu'ils soient dans la chasse, sur hélicoptère ou dans le transport, si les pilotes de l'armée de l'air se crachent, ils ont 2 chances sur 5 que ce soit au-dessus d'une zone de grand froid. Dans ces conditions extrêmes, ils n'ont alors qu'un seul impératif, tenir le plus longtemps possible en attendant l'arrivée des secours. Mais pour ça, ils ne disposent que du strict minimum. Quelques outils de base et un peu de nourriture pour les pilotes de chasse. À peine plus pour leurs collègues du transport. Avec ça, ils vont pourtant devoir marcher, manger et dormir. Ici, pour faire l'abri, la cyanène. Ici, ils vont apprendre à se débrouiller seuls avec ce minimum vital pendant plus de 12 heures. Donc dans les composants, 3 paires de lunettes. Donc la lampe frontale, vous la connectez, vous faites un essai. Si c'est bon, on range. C'est bon. Les 2 pelles à neige avec leurs manches. Allez, dépêchez-vous s'il vous plaît. 4 couvertures ISIM. Il y en a 4. On prend les 4 ? Oui. Enlève. Parce que s'il y en a 4, c'est triché. Dès le premier jour, les instructeurs forment des groupes de 2 ou 3 pilotes. Ces 3 élèves reçoivent par exemple le pactage des transporteurs. Voilà. Après, les rations de survie, 3. Ils ont de la chance. Contrairement aux chasseurs, ils ont droit à quelques bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau chacun. Dans la foulée, nos stagiaires commencent immédiatement leur premier atelier, la confection de raquettes artisanales. Ouais, il aurait fallu commencer comme dans le cours. Commencer par celui-là. Allez voir lui, regardez, là, il fait n'importe quoi. Ah non, mais j'espère bien que j'ai quand même réussi à marcher dessus. Je sais pas jusqu'à quelle heure j'y suis ce soir, c'est le problème. Ils n'ont droit qu'à leur canif, quelques branches coupées et des suspentes de parachute en guise de cordelettes. Non, c'est pas mal. Une bonne raquette, là? Non, ça va, c'est pas mal. Tout a été appliqué. On verra ce que ça donne demain. Comme il dit, ouais, il verra ce que ça donne demain. Pas mal, hein? Sans ces raquettes, les bottes de cuir des pilotes deviendraient de vraies éponges. Or, c'est la règle numéro 1 en cas de crash en montagne. Il faut impérativement garder les pieds au sec. Les instructeurs leur ont donné rendez-vous au pied des pistes dès 8 h le lendemain matin. Au programme, 1 heure d'ascension non-stop à un rythme soutenu. Le but de cet exercice, transpirer un bon coup pour apprendre à lutter contre la transpiration justement. Donc le fait de se passer la neige, ça va stopper la sudation et après vous remettez au sec. Le vêtement humide que vous avez eu, une fois que vous avez terminé, vous êtes mis au sec, t-shirt sec, vous le mettez entre 2 couches de vêtements. Cette technique s'appelle le snow bath, littéralement le bain de neige. En clair, en mode survie, il faut absolument économiser l'eau, donc limiter sa transpiration. À peine séchés, les stagiaires reprennent leur ascension jusqu'au col, où ils doivent tester leur raquette artisanale. Le talon est trop loin. Donc le talon est un peu trop loin et à refaire, la partie droite en fait à l'intérieur ça aurait été mieux. Voilà. Prochaine fois je réfléchirai. Elles sont superbes. On verra demain, il faut qu'elles tiennent demain par contre. Mais première impression, super. C'est plus léger même. Pour le moment, il ne s'agit que d'une grande répétition. Le véritable test aura lieu demain,
lorsque les élèves pilotes seront lâchés dans la nature en autonomie complète, avec pour mission de tenir une journée et une nuit sans aide. Mais auparavant, ils doivent encore apprendre 3 choses fondamentales. Premièrement, comment s'abriter du froid avec le peu de matériel dont ils disposent. Donc là, abri individuel, parachute. Aujourd'hui, ils profitent d'un abri réalisé par les stagiaires précédents. Mais demain, ils devront se débrouiller seuls. Donc là, vous aurez placé votre parachute avant au-dessus. Je fais également une fosse à froid. La fosse à froid, elle sera de, vous voyez, c'est toujours 40 cm. 40 cm de long, large, 40 cm de profondeur. La fosse à froid, en fait, vu que la chaleur, elle monte, la chaleur, tout l'air froid va s'engouffrer dans cette fosse à froid. Ça fait qu'eux, dans leur abri après, ils n'auront plus froid. D'abord la neige tout autour, ensuite vous tassez. Pareil sur l'avant, après je viendrai tendre aussi. Et à votre avis, ce qui arrive souvent pendant les stages, qu'est-ce que vous avez oublié là? Mettre le canot dedans. Voilà. Donc, une fois, avant de commencer à rabattre mon autre côté à le tendre, j'oublie pas de mettre mon canot dedans. Le canot, c'est l'embarcation gonflable systématiquement présente dans les avions et les hélicoptères. Ici, il permet de s'isoler de la neige. Donc là, allez-y, rentrez. Vous allez voir que on est pas mal. C'est pas vrai. Deuxième chose indispensable à faire en cas de détresse, signaler sa présence. Le plus facile est bien sûr d'utiliser des morceaux de toile de parachute ou la couverture de survie. Sinon, nous savons tous qu'un miroir est un outil parfait pour attirer l'attention. Mais combien d'entre nous savent le diriger? Là, j'ai mon point lumineux. Une fois que j'ai mon point lumineux rouge, je vise l'aéronef. Je dirige mon point lumineux rouge vers l'aéronef. Et je fais des petits mouvements de poignet pour faire les éclats. Enfin, troisième leçon fondamentale, apprendre à faire du feu sur de la neige. J'ai mon support, j'ai mes différentes tailles de bois. Et ensuite, dans les pactages, au départ, il va falloir un générateur de flammes. En générateur de flammes, vous allez voir, vous aurez les allumettes, ensuite les différents briquets. Mais des allumettes ou un briquet de survie ne suffisent pas. Il faut aussi savoir se faire un allume-feu avec 3 fois rien. Donc là, vous déchirez votre paraffine mélangée au coton. Vous l'effilochez bien. Ensuite, il faut se protéger du vent et bien isoler le foyer de la neige. Vous avez la flamme là, vous voyez, le fer assez aéré pour que le bois prenne. Toujours laisser de l'air dans le feu pour que le bois prenne. Là ensuite, s'allumer. Je prends tout d'abord du petit bois et je vais le mettre en pyramide. Les explications du caporal-chef Aurélien paraissent d'une simplicité enfantine. Reste à savoir si nos stagiaires sauront reproduire les mêmes gestes avec autant de réussite le lendemain, lorsqu'ils seront livrés à eux-mêmes pendant plus de 12 heures dans le froid, la neige et même la nuit. Dans la jungle de la Guyane française, les volontaires du stage Jaguar poursuivent leur entraînement parmi les plus éprouvants au monde. Cette formation est considérée comme la référence absolue pour l'aguerrissement en milieu hostile. Civils ou militaires, français ou étrangers, la moitié de ces volontaires ne terminera pas le stage. Ils étaient 40 au départ. Après 5 semaines d'épreuves épuisantes, dans des conditions extrêmes, ils ne sont déjà plus que 22 pour la prochaine étape du stage, la survie. Beaucoup s'imaginent qu'après ce qu'ils viennent de vivre, il ne s'agit que d'une promenade de santé sous la canopée. Mais c'est bien mal connaître les instructeurs de la Légion. Car s'il y a une partie du stage Jaguar qui porte bien son nom, c'est la survie.
Pendant 5 jours, les stagiaires vont devoir lutter, seuls et presque sans équipement, contre l'humidité, la fatigue et surtout la faim. Et pour ne rien arranger, la saison des pluies vient de commencer. La première épreuve de survie est une marche d'orientation de 5 km en pleine jungle. Car se perdre dans un tel labyrinthe de végétation, c'est pratiquement la mort assurée. Il est donc impératif de savoir se situer en permanence. Pour ce test, les stagiaires n'auront que le strict minimum. Pas de sac à dos, un coupe-coupe par personne et les mêmes vêtements trempés par la pluie et la transpiration. Pour le numéro 19, c'est l'occasion de se racheter après l'échec du brancardage. C'est lui qui prend la responsabilité de conduire les volontaires à destination. Donc là on monte plein ouest et quand on est au sommet, on pique un peu plein nord et on va essayer de passer par là pour pas se faire chier dans les marais. Ok. Donc là on monte plein ouest, donc tu peux prendre un peu à gauche si tu veux, le but première c'est de monter. Pour réussir, numéro 19 ne dispose que d'une simple boussole et d'une carte. Du coup on n'est pas extrêmement précis, on ne peut pas se recaler comme on fait quand on a un GPS et du coup les erreurs s'accumulent au fur et à mesure. Donc il faut se repérer sur les mouvements de terrain qui sont ici pas forcément évidents à voir. Et donc au fur et à mesure si on se trouve de collines, eh ben, on croit que la suivante c'est pas la bonne et voilà, et après c'est cumulatif. Ouais, vous êtes où là? Ok. Go. Derrière 19, la marche en file indienne est obligatoire. C'est le meilleur moyen de se protéger contre les serpents venimeux ou les myriades d'insectes qui pullulent dans cet enfer vert. Ok, venez voir. Un peu plus loin, les stagiaires tombent nez à nez avec une redoutable Terraphosa, la plus grande mygale au monde. Quand vous la stressez, sur son abdomen, elle va arracher des poils de ses pattes pour vous les balancer. Sa morsure n'est pas mortelle, mais elle provoque une douleur insoutenable. La marche reprend. Au bout de 3 heures, la section débouche enfin dans une clairière où les instructeurs la rejoignent. C'est bon signe. Armement pas partout, donc vous rassemblez avec votre équipement, votre armement, normal, comme à l'armée. La topographie, remarquable. Il n'y a eu aucune déviation. Vous êtes arrivé exactement à l'endroit où on voulait que vous arriviez. Cette fois, 19 est ravi d'avoir pu laver son honneur en menant ses hommes à bon port. Maintenant, c'est pas fini. Maintenant que vous êtes arrivé à sa position, il faut rendre compte de ça au camp là-bas. Donc maintenant, la radio, elle est là. Demande CAT, demande conduite à tenir. Et vous attendez la réponse. Ces instructions, c'est en morse qu'ils vont les demander, puis les recevoir. Un langage difficile à maîtriser correctement, mais indispensable en situation de survie comme ici. Dans la forêt, le seul moyen de communication qui est fiable à 100%, c'est ce moyen-là, la graphie. Puisque en général, c'est le radio qui s'occupe de cette partie-là, mais le radio, comme tout combattant, peut très bien faire lui-même le coup de chaleur. Et à ce moment-là, si on est en pleine forêt, que les moyens satellites ne passent pas, il faut que quelqu'un dans la section soit en mesure d'envoyer un message. Ok, donc le message c'est bivouac individuel ici sur position. Demain, on prend contact à 6h30 pour la conduite à tenir. Chaque volontaire doit donc se construire son propre abri individuel avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire en moins de 3 heures. Ouais, je sens même pas rien là. Tu es là toi? Oui, ça sera moi ici, entre les 2 arbres et puis... Un délai très court quand on n'a qu'une machette pour bâtir un toit, installer son lit, puis faire du feu. Première préoccupation pour numéro 19, trouver un bon emplacement. Là, il n'y a pas grand-chose à choisir. 2 arbres avec un espacement suffisant. Je pense que je vais utiliser mon hamac de filet, donc du coup, là j'ai 2 arbres qui sont bons pour pouvoir le mettre. Maintenant dégager, puis faire un toit et ce sera bon. Pour fabriquer son toit, 19 utilise 4 branches liées entre elles par de la corde naturelle. Voilà, j'enlève les fibres pour après pouvoir travailler l'écorce et en faire des liens. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Si je savais faire bien, ça prendrait 3 minutes. Bon, maintenant, il va me falloir une couverture pour mon abri. Je trouve du palmier.
Posées les unes à côté des autres, les branches de palmier garantissent l'étanchéité du toit. Une nécessité absolue en pleine saison des pluies. En condition de survie, le palmier présente un autre avantage non négligeable, puisqu'il permet aussi de se nourrir. Vous allez voir là, quand il va tomber. D'ailleurs, un peu plus loin, numéro 10 est justement en train de faire son marché. Et moi, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est là-dedans. C'est ici. Vous voyez? Ça a un goût d'herbe, de l'eau avec de l'herbe. Voilà. Mais c'est mieux que rien. Si vous mangez rien, bah, l'estomac est... Alors ça avec un peu de sel et 2-3 crabes, c'est le bonheur. Si numéro 10 mange du palmier, ce n'est pas pour le folklore. Ici, les rations sont strictement interdites. Pendant 5 jours, les stagiaires ne se nourriront qu'avec ce qu'ils trouveront. Si on n'arrive pas à manger, on ne peut rien faire. On marche comme des zombies, on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à faire du travail, rien du tout. Du coup, c'est très difficile après. Parce que si on se laisse mourir, bah, on va mourir. Après la nourriture, l'autre défi des candidats, dans cette jungle où le taux d'humidité frôle les 90%, c'est de parvenir à allumer un feu. Sans feu, les chances de survie dans ce milieu sont infimes. Il réchauffe, sèche et, plus important que tout, fait fuir les animaux les plus menaçants. La technique, c'est d'avoir des copeaux. D'ailleurs, je suis pas sûr que cela soit super inflammable. J'ai l'impression que le bois est encore pas assez sec. On va voir. Les copeaux qui, en principe, prennent feu le plus rapidement parce qu'ils sont légers. Puis brindilles, puis petits bois. Des copeaux humides, quelques brindilles dégoulinantes de pluie, c'est loin d'être gagné. À quelques mètres de là, numéro 10, lui, a résolu le problème depuis longtemps. Il s'est même installé au fourneau. Ça va être mon repas ce soir. Pendant que sa soupe de cœur de palmier mijote, numéro 10 passe à l'étape suivante, l'installation du couchage. On peut se trouver avec des serpents dans le pantalon, on peut se trouver avec des araignées sur nous, on peut se faire piquer par tous les bestioles qui traînent, parce que la nuit, dès que la journée part, il y a une autre vie. Voilà. Très confortable. Hein? Les stagiaires ont eu beaucoup de chance. Leurs abris à peine terminés, une averse impressionnante se déclenche. Dans la jungle amazonienne, il pleut 240 jours par an minimum. C'est aussi pour ça qu'il est impératif de pouvoir se réchauffer la nuit venue. Là, toute la soirée, j'ai pensé que comment je faisais à manger, comme quand il y en avait trop, bah, je mettais à la poubelle et tout ça. Là. Ouh, mon Dieu, je donnerais n'importe quoi pour avoir une assiette. De son côté, numéro 19 a enfin réussi à démarrer son feu lui aussi. Comme tous ses camarades, c'est avec le ventre quasiment vide qu'il s'apprête à passer la nuit. J'ai pris un peu de cœur de palmier. Et puis on essaiera de faire mieux demain. J'espère surtout que demain, les gens qui ont des lignes de pêche pourront pêcher beaucoup. Et ça nous donnera des protéines parce que les fruits et tout, c'est bien beau, mais c'est comme la protéine dont on a besoin pour tenir longtemps. Pendant que les autres coupaient des palmiers, numéro 11 cherchait de quoi manger. Cet œuf de perdrix, c'est sa récompense du jour. On a trouvé un nid, on a trouvé 2 œufs, alors moi j'ai eu ma part. Mais le problème, c'est qu'il faut partager ce festin avec son camarade qui l'a découvert en même temps que lui. Il est 20 h. Affamé, trempé et déjà épuisé, la nuit promet d'être longue pour tout le monde. Et il reste encore 4 jours à tenir. Apprendre à survivre n'importe où et dans n'importe quelles conditions. Si jamais on a vraiment très soif, on a de la neige à faire fondre. C'est la mission des stagiaires de l'armée de l'air lâchés en pleine montagne.
et de ceux de la Légion étrangère perdus dans la jungle guyanaise. On ne sait pas sur combien de temps ça dure. Pendant que les uns vont affronter une tempête de neige dissimulée dans des igloos bâtis de leurs propres mains. Va, les rascasses sont là? Ouais. Ils ont froid? Ouais. Les autres doivent lutter contre des pluies diluviennes, la faim et la fatigue. On avait faim, on avait froid et le lit, il n'était pas très confortable. Mais survivre, c'est aussi sauver des vies en danger lors des catastrophes naturelles. Secours! Si vous nous entendez, répondez! Nous avons suivi les bénévoles d'une ONG lors d'une mission de protection grandeur nature. Leur objectif, retrouver des victimes le plus vite possible, au milieu d'un véritable champ de ruines. Ah, monsieur? Monsieur? Dans les Pyrénées, c'est le grand jour pour nos élèves pilotes et les 2 représentants de la marine qui les accompagnent. Après 2 jours de théorie, les instructeurs vont tester leur capacité à survivre par grand froid. La matinée commence par une marche forcée de plus d'1 heure, paquetage sur le dos, sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé. L'objectif est de bien fatiguer les stagiaires. Et visiblement, ça fonctionne. Tu t'aperçois rapidement que tu ferais pas ça, tu gréverais pas une montagne entière. Ouais, c'est super compliqué. Plus ça va aller, je pense, plus ça va être difficile. Mais bon, on a le moral, donc c'est le but du jeu, c'est ça, avoir le moral. Difficulté supplémentaire, chaque stagiaire doit marcher avec la raquette artisanale qu'il s'est fabriquée au début du stage. Et comme toujours dans les groupes, il y a le premier de la classe. Et c'est pas mal, hein. Finalement, ça tient jusqu'au bout, hein. Ouais. Ce qu'on a fabriqué. Ouais. Ça fait plaisir. Hein. Et les autres. Car sangler une chaussure avec des suspentes de parachute paraît facile, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours la difficulté pour finir le serrage du lacet. Ça glisse tout le temps, donc il faut s'arrêter pour refaire. Mais la raquette va bien. Moi, il faut quand même que je les resserre de temps en temps. Elles se sont un peu dépiotées. Ok. À l'approche du col, les instructeurs ont atteint leur premier objectif. Les stagiaires sont épuisés. On serait mieux à la plage avec une caipirinha, c'est sûr. La caipirinha attendra encore un peu. Car dans l'immédiat, il faut répartir les élèves en plusieurs petits groupes pour préparer le bivouac. À plus dans le bus? Ouais. Bon. Donc là, ils viennent d'être mis en place sur leur zone de survie. On leur a passé les consignes de sécurité. On a fait l'essai radio et maintenant ils appliquent ce qu'on leur a enseigné. C'est ici qu'ils vont dormir ce soir. Ce binôme s'appellera les Rascasses. Ils sont censés avoir survécu à un crash d'hélicoptère et devront tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Les Rascasses n'ont pas oublié qu'après un effort soutenu, la priorité est de stopper leur transpiration pour rester bien hydratés. Hop, une petite douche. Hop. Douche, c'est ça? Ouais, pour enlever la transpiration. Snowbass pour stopper la transpiration. Après on sèche vite. Hop. On remet des affaires sèches. Ouais, bon, on n'a pas de... Après, effectivement, en réel, je pense qu'il faut prendre le temps de mettre la signalisation au cas où ça serait dommage qu'il y ait un avion qui passe. On va faire ça tout de suite. Hein. Et puis voilà. Maintenant qu'ils sont au sec, les Rascasses passent à la seconde étape la plus importante en cas d'accident aérien. Se signaler au plus vite. En fait, des panneaux qui permettent de donner une indication. Donc il y a couleur rouge, comme ça soit bien sur la neige. Et puis tu fais, nous on va faire V, demande d'assistance. Voilà, donc en fait c'est un code international. En fait, on va les mettre sur la neige pour que ça soit visible de haut en fait. Donc là on analyse. Les avions peuvent arriver de par là, donc on va mettre un ici, de ce côté-là. Et puis après on peut en mettre un de l'autre côté pour si jamais il y avait des avions qui venaient de l'autre côté. Ouais. Un peu plus loin, une équipe de 3 hommes, les Tigers, commence elle aussi à se signaler. Mais les Tigers n'ont pas de toile dans leur pactage. Alors place au système D. Rappelez-vous, chaque groupe dispose d'un matériel de survie qui diffère selon le scénario choisi par les instructeurs. Crash d'un avion de chasse, d'un transporteur ou d'un hélicoptère. Les Tigers, eux, sont plutôt des vénards.
On a le matériel qu'on aurait eu dans un avion de type avion de transport. On a pas mal de matos avec nous. Surtout une bâche qui va nous servir à faire l'abri. Un nid isolé. On a de la chance d'avoir de l'eau vu qu'on était dans un avion de transport, donc pour s'hydrater ça devrait être simple. Et si jamais on a vraiment très soif, on a de la neige à faire fondre. Non, on a du temps, on va bien s'organiser, on va passer une bonne nuit. Un autre groupe, les Mambas, vient de s'éjecter d'un avion de chasse. Ces deux hommes sont les moins bien équipés, puisqu'ils ne disposent que du contenu de leur combinaison et de leur siège éjectable. On fait un abri de place avec notre parachute tendu au-dessus et nos canaux à l'intérieur gonflés. Tigers, Mambas et Raskas ne sont pas très éloignés les uns des autres. Mais ils ont l'interdiction formelle de communiquer entre eux jusqu'à la fin de l'exercice. La difficulté en fait c'est t'es pris dans ton truc, donc tu sais ce que tu vas faire, tu te dis comment tu vas le faire et il faut penser à s'arrêter pour boire, se reposer un petit peu et s'économiser quoi. C'est de la survie donc tu sais pas combien de temps ça va rester, autant les mecs vont être là dans 1 heure mais autant ça sera dans 2 ou 3 jours donc il faut s'économiser. Il faut s'économiser, mais pas trop quand même. Car le temps presse, chaque groupe doit absolument terminer son abri avant la tombée du jour. Et à ce petit jeu-là, les Mambas se débrouillent plutôt bien. Et là c'est la phase finale et une fois qu'on aura tendu ça, c'est réglé. On a tout mis à l'intérieur, on a gonflé les canaux. Il ne reste plus qu'à tendre. Alors que les Tigers, eux, sont en retard. En plus, ils doivent se construire un abri pour 3 personnes. On fait une entrée en creuse en pente comme ça. En toboggan. Ouais, pourquoi pas. Finalement, les Tigers ont rattrapé leur retard. Mais à 3 là-dessous, ils risquent de se sentir un peu à l'étroit. Quand je suis à l'intérieur, en fait, c'est pas mal. Donc on a environ 10 cm. On a environ 10 cm, donc ça risque d'être compliqué pour se retourner. Mais dans tous les cas, donc, au moins ce sera pas trop grand. On pourra retenir un maximum de chaleur et notre tête elle sera au niveau de la chaleur. Parce que là, en fait, c'est un abri que pour 3. Imagine, ils sont 5, il y en a 2 qui se retrouvent dehors. On commence à avoir un peu froid quand même. Vous bien frisqué. En fin de journée, la brume se lève sur les campements et le temps devient menaçant. Apparemment, ils avaient prévu de la pluie, alors je sais pas du tout si ça va vraiment pleuvoir. On pense que, vu la température, s'il doit pleuvoir, en fait, il neigera. Donc tant mieux. Mais pour l'instant, on est à l'abri. Hein. Comme on ne ressent pas le vent dans l'abri, on aura juste la température qui va sûrement chuter au cours de la soirée. Mais encore une fois, on y est préparé. Si l'isolation des abris laisse à désirer, ils vont passer une nuit d'enfer dans le froid et surtout l'humidité. C'est donc le moment ou jamais de reprendre quelques calories. Ce sont des barres, donc dites commando, de barres de survie avec un concentré de vitamines et tout ce dont on a besoin. C'est compact. Ah oui, ça a l'air compact là. Ouais. Et moi j'aime bien. Pas mauvais. Je pense qu'en survie même c'est plutôt bon. Les élèves pilotes sentent qu'ils sont vraiment entrés dans le vif du sujet. Réussiront-ils à passer la nuit grâce aux techniques de survie qu'ils ont apprises? Une chose est sûre, ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Loin des cimes enneigées des Pyrénées ou de la jungle tropicale, un autre stage de survie se prépare dans cette zone industrielle en ruine. Secours! Si vous nous entendez, répondez! Cette fois, ce sont les membres d'une ONG qui vont apprendre à sauver des vies dans des conditions extrêmes. Okay. Équipement victime, protection victime dans la tente jaune. Bordeaux, Malmö, c'est parti. Tout le pillage à main. Allez, ça bouge là-bas. Nous sommes à Mulhouse, en Alsace. Un tremblement de terre vient de frapper la ville de plein fouet, en pleine journée. Des dizaines d'employés sont prisonniers sous les décombres. Ici les sauveteurs, si vous m'entendez, répondez. Heureusement, ce scénario dramatique n'est qu'un exercice. Un test grandeur nature pour la trentaine de sauveteurs de cette ONG, spécialisée dans le secours aux victimes de catastrophes naturelles. Certains sont étudiants en médecine, d'autres n'ont qu'un brevet de secouriste, mais tous sont bénévoles. Et leur formateur, c'est lui, Eric Zipper. Voilà, ensuite il me faut un responsable de log et un responsable med. Ouais. Ça c'est un bâtiment qui était encore entier hier après-midi.
et qu'on a fait effondrer pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'on retrouve en post-séisme. Avec tout ce qu'on est amené à trouver en situation, c'est des dalles qui ne tiennent plus, des charpentes qui sont devenues instables, des nids d'hirondelles qui sont impraticables. Donc on est très très proche de la réalité et très très proche de ce qu'on a vu à Haïti ou au Népal. Eric est un expert des interventions en milieu périlleux. À la fois secouriste, artificier et spécialiste des catastrophes naturelles, il a travaillé aux 4 coins du monde. Parmi ses destinations, Katmandou au Népal, où il a secouru plus de 300 victimes du dernier tremblement de terre avec une trentaine de volontaires de son ONG. Pour être le plus efficace possible, Eric participe chaque année à un exercice de grande ampleur comme celui-ci, avec des figurants. J'ai perdu connaissance au départ. Je ne sais pas où t'es, je ne sais pas quel jour on est. Ces jeunes joueront les victimes que les secouristes devront retrouver. Bon, il va m'en falloir un mince et patient. Ah, moi je suis assez patient. Moi. Ouais. C'est comme dans bon. Bonne nuit déjà. Bonne nuit. Installe-toi, regarde discrètement. Il ne faut pas qu'on te voie. J'ai pas de problème de santé. Donc toi, tu peux bouger de partout? Oui. Ok. Bah, il faut que... Ce qui serait bien, c'est que tu arrives quand même à te foutre dans un coin. Tu vois, déjà, tu t'es réfugié ici. Tu es assise dans le coin. Tu es vraiment complètement bloqué, quoi, et tu as vraiment peur. Et après, quand ils te posent des questions, tu réponds à ça. Que j'ai peur. Bah, et puis ce qui t'a marqué là-dessus. D'accord? Ça va? Chaque victime doit jouer un rôle censé rendre cette simulation la plus réaliste possible. Alors soit tu repasses là, juste par la petite lucarne qui est là, tu viens te mettre là, puis tu pousses ce qui te gêne. Hein. Eric sait qu'en cas de séisme, les victimes se retrouveront souvent ensevelies ou coincées. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à varier les situations ou à compliquer les mises en scène. Ça te va? En fin d'exercice, les faux blessés non retrouvés par les sauveteurs seront considérés comme décédés. Donc toi, tu es là-dedans, tu es inconscient. Les sauveteurs devront rechercher, extraire, puis soigner chaque victime. L'exercice reproduit les conditions d'un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Un tremblement de terre aussi puissant que celui qui a secoué le Népal au printemps 2015. Il n'y a rien qui a été nettoyé, on a abattu les bâtiments hier, il y a du verre partout, il y a de la laine de verre partout, il y a des éclats de métal partout, il y a des choses qui pendent, il y a des choses qui sont instables, il y a des IPN qui sont entièrement cisaillés. Bah, il est midi 3, donc l'opération démarre à partir de maintenant. Pour coller le plus possible à la réalité d'un vrai séisme, l'opération doit durer 24 heures non-stop. Les sauveteurs vont devoir évoluer dans les décombres jour et nuit, en proie au stress et à la fatigue. OPEX, tu prends ton équipe? Allez, mon équipe, c'est parti. La première équipe à intervenir, c'est celle de Franck, surnommé OPEX. Bien sûr, ces hommes et lui ne savent pas où Eric a placé les victimes. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont testés. Les manœuvres, ça permet justement de se mettre en difficulté, parce que si les manœuvres étaient faciles, ça serait pas rigolo. Et de se dire, voilà, bon bah là il y a des lacunes, il faut que je les bosse aussi maintenant de mon côté. Lors d'un séisme, les sauveteurs ont 2 objectifs. Sauver des vies, bien sûr, mais également ramener leur équipe saine et sauve. S'ils passent à côté d'une victime ou s'ils se blessent pendant les recherches, l'exercice sera considéré comme un échec. Ok, ça marche. On a toute la zone en fait ici. À partir donc de cette pointe de bâtiment, ok, orange, on va avancer en fait dans un premier temps en ligne, ok. On va faire les appels, ok, et on va progresser en fait en ligne, ok. Soyez bien ordonnés. Attention en hauteur. Ici, il y a des choses qui sont quand même potentiellement dangereuses. Allez, Xavier, oui, appel. Venez, secours! Vous nous entendez? Répondez-nous! Secours! Allez, pour un bond de 5 mètres, allez en avant. Les victimes ont pour consigne de ne surtout pas répondre aux appels des sauveteurs. Dans ce chaos, le risque d'en manquer une est donc maximum. Secours! Si vous nous entendez, répondez! Les secours! Ok, là, j'ai 2 victimes face à moi, hein. J'envoie une reco. Allez. OPEX vient de repérer des blessés. Il faut immédiatement vérifier leur état pour savoir s'ils doivent être traités en priorité ou non.
3 victimes. 3 victimes? Quel état des victimes? Non conscient. Endormi, non conscient. Au même moment, d'autres sauveteurs ont eux aussi fait une découverte. Ouais, on a du monde là. On a 3. Ok, tu vas prendre l'ambiance là-dedans, Elodie, s'il te plaît? Ils sont comment les victimes là-haut là? Comment ils vont là? Il a mal à la jambe droite, une victime consciente, mais il est conscient. Une inconsciente. J'étais avec mon ami là-bas et je me suis pris une poutre sur les côtes gauche. Les victimes jouent bien le jeu et respectent à la lettre les consignes qu'elles ont reçues. Là, quand vous respirez, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé? Oui, oui. Vous savez quel jour on est? Des samedis. Ouais. Le président de la République? C'est Hollande. Ok. Ces questions permettent de déterminer si la victime a perdu conscience ou non. OPEX a besoin de toutes ces informations pour gérer ses équipes au mieux. J'ai pu en fait lancer une équipe actuellement sur une victime qui est inconsciente, et là je vais lancer la deuxième équipe en fait sur une victime qui a une suspicion traumatique au niveau de la jambe et du bassin. Ça marche, comme ce sont des os assez vascularisés, elle potentiellement son état peut s'aggraver rapidement. D'autres sont en train d'hurler, d'autres sont conscientes, d'autres ont un petit peu mal au bras, à la jambe, etc. C'est pas très grave pour nous ça. On va traiter du plus urgent au moins urgent. Ici les sauveteurs, si vous nous entendez, répondez. Tapez contre la porte. La crainte des sauveteurs qui opèrent dans des ruines, c'est de passer à côté d'une victime dissimulée. Elle pourrait mourir faute de soins apportés à temps. Ah. Monsieur? Monsieur? Ok, d'accord. En prenant le temps de soulever cette lourde plaque de tôle, les sauveteurs ont déjoué le piège tendu par Eric. Mais la victime cachée semble inconsciente. Et elle est bloquée dans un endroit très difficile d'accès. Là en fait, la victime donc, est dans un vide sanitaire, elle est inconsciente. Faudrait que j'envoie en fait un équipier. On est effectivement dans un espace confiné où potentiellement dans un espace confiné il y a des risques donc de baisse d'oxygène, il y a aussi des risques gaz. Vous savez que par rapport à la densité des gaz, en fait certains se retrouvent au sol, d'autres un peu plus en hauteur. Je peux pas me permettre de laisser quelqu'un dans un espace confiné comme ça. Allez, on sort. Ce coup de sifflet, qui vient de faire partir l'équipe en courant, fait lui aussi partie de l'exercice. Pendant leurs interventions, les secouristes doivent se tenir prêts à quitter la zone en urgence à tout moment. Pas de blessés? Ça va. Pas de soucis? Ok, ça marche. On a avec une autre victime. Ok, ça marche. Qui était, il y a potentiellement, voilà, quand on intervient sur un séisme, il y a souvent des répliques. Et quand il y a des répliques, eh bien, il faut évacuer. Donc quand on est sur ce type de bâtiment, vous pouvez voir en fait que certaines zones sont relativement très instables. Et donc dès que ça commence à trembler, notre sonnette en fait nous fait signe d'évacuer. Et là on se pose pas de questions, on lâche tout. Et on part. Même en si sécurité. vous êtes en pleine ah oui, complètement, ouais. Complètement. Ouais. Notre sécurité d'abord. Les répliques sont des tremblements de terre à part entière. Elles peuvent être aussi violentes que la première secousse. Au Népal, on en a recensé 50 après le séisme d'avril 2015. Aucun sauveteur n'a été blessé. Ok, ça marche. Monsieur? Est-ce que vous nous entendez, monsieur? C'est une infirmière diplômée qui prend maintenant le relais. Elle descend pour examiner la victime. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ça va, monsieur? La victime est toujours inconsciente. Il faut l'évacuer au plus vite. Ok, pour l'instant, c'est bon, il respire, il y a un pouls. Oui, ça va entre les jambes, ça marche. Ça va entre les aisselles, tu peux même lui passer les bras dedans, ça marche. C'est une triangle, ça marche. Pour cette manœuvre, l'équipe utilise une sorte de baudrier qu'on appelle un triangle d'évacuation. L'objectif de ce triangle, c'est de pouvoir justement prendre en fait toute la victime et ensuite avec là on vient de faire en fait un mouflage improvisé, un mouflage simple, pour pouvoir justement démultiplier la force pour l'extraire en fait de ce R-1. Le mouflage est un système de poulies et de cordes qui permet de diviser le poids de la victime. Ok, tu vas te mettre derrière la victime et tu vas en fait la guider pour la sortir. Ça marche? Surtout fais attention à sa tête. Ok? Ce que tu peux faire, tu retires ton casque et tu le mets sur sa tête. Allez, 1, 2, c'est bon? 3. Vas-y, je vais. Mission accomplie pour les sauveteurs. Levez. En avant, marche, à droite.
Désormais, les équipes médicales prennent le relais. Allez, on lève. Allez, très bien. C'est fini pour ce premier exercice au milieu des ruines d'une zone industrielle. Mais pour les sauveteurs, le plus dur reste à venir. Car ce test grandeur nature va se poursuivre toute la nuit sur d'autres sites. Dans la jungle guyanaise, c'est sous une pluie battante que commence le deuxième jour de stage de survie de la Légion étrangère. L'humidité est telle que notre caméra est pleine de buée. Impossible à nettoyer. À 7 h du matin, les instructeurs font leur apparition pour inspecter les abris individuels. Car les stagiaires sont régulièrement notés tout au long de leur formation. Et ce n'est pas parce qu'ils sont éreintés et morts de faim qu'ils bénéficieront d'une quelconque clémence. Ça c'est peu ça? Oh non, longtemps qu'il est éteint, parce que c'est trop. Hein. Ah ouais, bah zéro. Zéro pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feu. Le feu, il faut pas en permanence que le feu soit alimenté. Et surtout maintenant en saison des pluies, c'est galère pour allumer. Donc là on voit bien, en plus les cendres elles sont vraiment fraîches, donc ça fait un sacré moment que le feu il est éteint. Donc pour ça, bah zéro. Donc ça c'est simple. On ne cherche pas trop à comprendre après pour les notations. Un peu plus loin, numéro 21 a eu l'idée d'utiliser son fil de pêche pour consolider son toit. Grosse erreur. Il aurait pu mettre des flexibles pour tenir le toit. Parce que maintenant, si, exemple, il était à la fin de la bobine de fil, bon, il peut démonter pour aller pêcher. Après, il doit remonter son biwak. Okay, donc faire du fil de pêche avec des lianes en tressant, c'est un peu chaud cacao. Dès qu'on arrive à ce stade-là, ben, c'est la misère. Finalement, c'est 19 qui s'en sort le mieux. Son abri de fortune est suffisamment solide et sa construction ne l'a pas épuisé. Donc là, il a fait... Dès qu'il installe ça, on va dire, question boulot, il en a pour 1 heure à faire ça. Et ensuite, bah, tout le reste du temps, ben, il va chercher pour soit savoir où il est, ou sinon trouver de la bouffe, donc la pêche, peut-être la chasse, la cueillette, et ainsi de suite. Donc ça va. De fait, ces abris individuels ne leur serviront plus. Car l'évaluation à peine terminée, les volontaires reprennent la route à travers la jungle, les treillis et les chaussures toujours trempés, les ventres plus vides que jamais. Bah là, le but, c'est de se dire qu'on est perdu en survie et que tant qu'on a encore des forces, on essaye de se rapprocher au maximum de la base en ayant l'idée que la base est dans une direction. Et en profiter tant qu'on n'est pas encore trop fatigué, parce qu'on ne sait pas sur combien de temps ça peut durer. Et d'ailleurs, on ne sait pas sur combien de temps ça dure. Effectivement, aucun de ces hommes ne sait que cette épreuve de survie commencée la veille va durer 5 jours. C'est une volonté des instructeurs qui veulent leur faire perdre la notion du temps. Après 4 heures d'une marche harassante, le nouveau camp de survie est atteint. Ok, dans la foulée, on fait un rassemblement. On débrief. Mais il y a un problème. Numéro 29 est introuvable. Il s'est barré, je sais pas où. Putain. Perdre un camarade en pleine forêt amazonienne, sans aucune connaissance du terrain, est une faute gravissime. Seul, sans repère ni moyen de communiquer, cet égaré risque sa vie. Pendant que les stagiaires de l'armée de l'air affrontent une tempête de neige dans leurs igloos, sans un peu d'humidité à l'intérieur de notre maison alors qu'on est censé être totalement imperméable. Les secouristes d'une ONG continuent leurs exercices de sauvetage en pleine nuit. T'as combien de mètres du trou? Pour simuler une gigantesque opération de secours après un séisme dévastateur. Ok, race, allez. De leur côté, les soldats du stage Jaguar vont devoir bâtir leur propre radeau pour revenir au camp de base après 5 jours dans la jungle. On est nickel là. L'eau est pas trop froide, ça va. 3 situations et 3 enjeux différents pour un seul et même objectif. Survivre, quoi qu'il arrive. Après 20 minutes de recherche, 29 est ramené au pas de course par 2 camarades. Il s'est perdu en cherchant des œufs de perdrix. La punition est immédiate et collective. En position pour les pompes. C'est moi. 29. Quand on t'appelle pendant 20 minutes, tu réponds. Qu'est-ce que tu glandes tout seul dans la forêt? En bas. En haut. Écoutez bien les règles de sécurité. Quand vous partez, c'est toujours par 2, par binôme. Jamais tout seul.
En bas. En haut. La fermeté des instructeurs est à la hauteur de l'enjeu. En haut. Galop. Sans esprit de cohésion, un groupe perdu dans la jungle n'a aucune chance de survivre. L'objectif du prochain exercice est justement de favoriser l'émergence de cet esprit de cohésion. Et c'est au tour du numéro 21 d'être désigné chef de section. À partir de maintenant, nous passons en mode collectif, d'accord? Jusqu'à maintenant, on était en mode individuel, chacun bivouac tout seul. Là, on va passer en mode collectif. Ce qui veut dire déjà qu'en mode collectif, on va tous travailler les uns pour les autres. C'est fini, je pense, qu'à ma petite personne. Dans la pratique, il est désormais possible de répartir les tâches. Pendant que les uns s'attaquent à la construction d'un abri collectif, 18. Les autres se concentrent sur la chasse et la pêche. La mangrove n'est qu'à une centaine de mètres du futur camp. C'est une vaste zone humide soumise à l'influence des marées. Un écosystème luxuriant très apprécié des petits animaux. Une aubaine pour nos volontaires morts de faim qui n'ont qu'à se baisser pour attraper le déjeuner. Voilà. Ça, c'est pour la soupe ou pas de pêche? À part pour la pêche. On va mettre une trappe et puis on verra qu'est-ce que ça donne après. Mais pour les plus affamés, pas question d'attendre ne serait-ce qu'une seconde de plus. Nice. Tu ferais ça? Pas pour l'instant, mais je pense que bientôt oui. S'il n'y aura pas de France. Car c'est bien sur la pêche que le groupe fonde ses plus gros espoirs. On recense plus de 3000 espèces de poissons différentes dans les nombreux cours d'eau qui sillonnent l'Amazonie. Malheureusement pour nos apprentis pêcheurs, taquiner le poisson avec un simple bout de bois est à peu près aussi efficace que d'attraper des mouches avec du vinaigre. Ça mord pas, hein. Pas de touche. L'enjeu, là encore, est pourtant de taille. Sans protéines, les hommes devront à nouveau se contenter de fruits et de cœurs de palmier, ce qui ne leur permettra pas de retrouver suffisamment de force. La fin du stage s'en trouverait alors fortement compromise. Au campement, la faim se fait déjà durement sentir. Faute d'énergie, même couper du bois devient un problème. On est juste là, non? Ouais, faut démonter la derrière. C'est là, on peut la garder. Là, on peut l'utiliser pour faire. Est-ce qu'il est assez bon? Non, non, pas bon. Pas bon. Les stagiaires ont été divisés en 3 groupes. Il faut donc construire 3 abris collectifs capables d'accueillir chacun 7 personnes. Tiens, pousse le bois vers ici. Pousse. Encore. Voilà. Allez, encore. Pousse. En clair, il faut bâtir des structures plus solides, donc plus lourdes et plus difficiles à manipuler. Un vrai défi pour ces hommes à bout de force. D'autant que leurs instructeurs leur ont confié une autre mission. Aménager un piège suffisamment grand pour capturer plusieurs poissons en même temps et nourrir ainsi toute la troupe. Sûr de lui, numéro 21 s'est porté volontaire pour endosser cette lourde responsabilité. En gros, ce que je vais faire, c'est une entrée comme ça sur à peu près 50 cm, où le poisson s'embarque dedans, il ne peut plus sortir. Avec derrière un rond et une porte d'entrée en fait, avec 2 bouts de bois qui sont en gros qui font un coulissement quand il rentre et qui se referment derrière lui pour plus qu'il puisse sortir. Et quand la marée sera basse, normalement, si tout se passe bien, le poisson qui est dedans, on est censé pouvoir le récupérer à la main dans le piège. La barrière de bambou de 21 suffira-t-elle à retenir le poisson lorsque la marée descendra? Il faut l'espérer, car du côté des pêcheurs à la ligne, c'est la catastrophe. Même si on veut toujours y croire. Là, ça tape, il y a eu 2-3 tapes là, mais il tombe, il s'accroche pas quoi. Il mange la pas. Quand tout à coup... Ah, ça mord, ça mord. Ah, bravo, bravo, bravo. Fais gaffe parce que là les pics là qui piquent, même pas la peine. Tu vois? Pas sûr que ce magnifique poisson-chat suffise à nourrir 22 personnes, mais c'est un début. Il est suivi d'un pacou quelques minutes plus tard. L'espoir renaît enfin dans les estomacs. Au campement, le retour des pêcheurs est attendu avec impatience. Oh, ils ont un poisson. Quelque chose à manger. L'enthousiasme général en dit long sur la faim qui tenaille les hommes. Mais il ne va pas durer. 3 poissons pour nourrir 22 affamés, c'est tout de même un peu juste.
Quand vous faites cuire comme ça, il faut toujours garder les écailles, même pour un bon petit barbecue à la maison. Il ne faut jamais enlever les écailles du poisson. Ça permet de garder la chair bien tendre. Au-dessus du feu avec la fumée, là, comme vous voyez, là, ça donne cette couleur-là. Et ça permet en fait de faire une cuisson lente, mais surtout qu'on peut garder dans la journée. Comme on n'a pas de quoi conserver la bouffe. Boucaner la viande ou le poisson pour les conserver plus longtemps, c'est une règle de base de la survie. Du moins, quand on réussit à en rapporter plus de 3. Mon pote, il m'a agressé là, regarde. Parce que même avec quelques fruits de palmier en guise d'apéro, le plat du jour ne devrait pas faire long feu. 2 stagiaires ont été désignés pour le partager en 22 parts égales. Il y a un beau spectacle là. Ah oui, c'est un beau spectacle, bien sûr. Sous le regard inquisiteur des autres, la répartition commence. Puis chacun reçoit sa modeste portion dans un silence quasi religieux. Après 2 jours exténuants, sans rien manger ou presque, la cohésion de la section est un lien fragile qui peut se briser à tout moment. T'es pas déjà servi toi? 2 fois. 2 fois? Attends. Attendez, renlevez vos mains, je vous donne. Ce premier repas collectif est un excellent test pour évaluer la force du groupe. Ceux qui veulent les restes qui traînent sur les feuilles, là, vous pouvez venir, je m'en fous, je vais vous battre comme des animaux maintenant. C'est désormais officiel. Cette fois-ci, boucaner le poisson n'aura pas servi à grand-chose. Là, en fait, ça nous a donné l'appétit, ça nous a ouvert l'appétit même par la pelle. Ah, on a envie de plus. La mort dans l'âme, les volontaires devront pourtant en rester là. Cette nuit encore, ils ne dormiront pas beaucoup. Pourtant, leur calvaire est loin d'être terminé. Retour dans les Pyrénées, où des élèves pilotes de l'armée de l'air apprennent à survivre par grand froid. Juste avant la tombée de la nuit, le caporal-chef Aurélien fait une tournée d'inspection. Il veut vérifier que ses élèves ont bien intégré ses leçons. Ça va bien? Bon, allez, vite. Ouais. Voilà, on a mis un peu de mal au début pour faire les murs. Il commence par le bivouac des Rascasses, censé avoir survécu au crash d'un hélicoptère, et remarque immédiatement une erreur dans leur signalisation. Il y a une raison de ce côté-là, la couverture sur Si, le blanc pour que ça reflète plus. Parce que là, de l'autre côté, ça se voit beaucoup plus. Hein. Ah ouais? Là, bah, là c'est blanc, pratiquement blanc Oui, sur blanc. blanc. Ah ouais, merde, ouais. Là, ça sert à rien pratiquement. Là. Mais leur abri, lui, est assez réussi. Et ben très bien, là ils sont abrités, la protection est faite, donc pas de souci, ils ont bien travaillé. Une erreur sur la signalisation avec le côté de la couverture de survie qui est mal placée. Ils sont hydratés plus qu'il fallait, donc très bien. Bon travail. Pour le confort, on repassera. Mais la promiscuité est un excellent moyen de conserver la chaleur. Bon. Ouais, on va s'enquiller comme ça. Viens, petit chaud. Un peu plus loin, la nuit s'annonce beaucoup plus difficile pour une autre équipe qui a dû faire sans parachute pour recouvrir son abri. Les personnels qui n'ont pas eu de chance, ils ont oublié leur parachute. Donc ils s'en sont rendus compte un peu trop tard. Ils ont dû s'adapter à la situation avec le matériel qu'ils avaient dans les pactages. Et ils n'ont pas choisi un endroit vraiment idéal vu qu'ils sont un peu en sommet avec les vents là, les vents. 3 couvertures de survie en guise de toit. Si le temps se gâte encore, ils risquent de souffrir. Oui. Est-ce que vous commencez à avoir froid? Oui, un peu. Oui, ça tombe bien, on va faire le test feu. Vous avez préparé tout le matériel? Oui. L'épreuve du feu, c'est le dernier test avant la nuit. Car en situation de survie, il faut retarder le plus possible la baisse de la température corporelle. Savoir allumer du feu sur de la neige est donc capital. Moi, ça ne pas prendre. Ah, moi, ça ne pas prendre. Ça démarre, mais après, en fait, ça s'éteint à cause du vent. Et en fait, mes cheveux d'ange, ils n'ont pas l'air de vouloir... Prenez de la fougère, vous avez de la fougère, du petit bois. Regardez, ça va prendre. Ça, c'est... Par contre, ça, c'est pas assez sec. Comme les autres équipes, les Tigers ont droit à 6 allumettes maximum pour réussir à démarrer leur foyer.
Or, le vent souffle de plus en plus fort. Réconfort, hein. Ça réconforte forcément, et puis un petit peu de confort aussi au niveau des mains, parce que c'est les mains qui ont le plus froid en ce moment. Après malheureusement j'ai pas plus de bois que ça, donc c'est très éphémère. Mais bon, tout ce qui est bon est à prendre. Hein. Les Tigers savent que leur feu ne va pas durer, et ils ont le bon réflexe de s'en servir pour réchauffer de la neige. Une dernière boisson chaude avant de s'engouffrer dans leur abri leur permettra de tenir plus facilement. Un bon point pour eux. À 2 h du matin, nouvelle tournée d'inspection des instructeurs. Ça va, les rascasses sont là? Ouais. Ils ont froid? Ouais. Dès qu'on s'étire, ça... Ouais. C'est long quand même. Hein. On t'attendait avec impatience. Ouais, parce qu'on dort pas vraiment. On dort pas du tout. En plus du froid et du vent, les équipes ont dû lutter plusieurs heures contre une tempête de neige fondue. Il y a l'autre qui a réussi à ronfler. Oh, j'ai pas ronflé. Ouais, si. Voyez par le froid. Change de position, on essaie de trouver d'autres points de contact pour pas avoir froid toujours au même endroit. Ouais. Un peu humide là, mais sinon, avec la pluie n'est pas rentrée, la bâche comme elle était bien tendue, ça a bien coulé jusqu'au bout. L'humidité a pénétré leur duvet et le sol gelé refroidit les corps. C'est assez, on sent un peu d'humidité à l'intérieur de nos combinaisons alors qu'on est censé être totalement imperméable. Donc c'est assez étrange, mais bon, on fait avec. Hein. Et on sait qu'il va falloir tenir la nuit, donc on reste dans les bonnes conditions. Puis on discute là justement pour garder le moral. On se raconte un peu nos histoires. Le risque dans leur situation, c'est de tomber en hypothermie. Si leur température corporelle baisse trop, les stagiaires vont s'engourdir jusqu'à sombrer progressivement dans un sommeil mortel. Heureusement, à 6 h du matin, c'est enfin la libération. Les Mamba? Non, c'est bon. Vous avez froid? Vous avez froid où? Ok. Les crampes? Un petit peu. C'était pas toujours facile, on n'a pas trop dormi, voire pas du tout. Globalement là, comme vous pouvez voir, on a perdu le toit. Donc bon, notre abri n'était pas à la hauteur des aléas de la météo. Le parachute a été laissé au camp. Donc on a adapté avec ce qu'on avait, on a utilisé nos couvertures de survie, on en avait 4. On a essayé de les maintenir le plus solidement possible. Malheureusement on a subi une tempête qui a duré une bonne heure et demie je pense. Et puis bah on a fini la nuit comme ça quoi. Voilà. Chez les Tigers, la nuit a vraiment été très longue. Bonjour. Le froid et l'humidité les ont durement éprouvés. C'est sans aucun regret qu'ils plient bagages. D'ici quelques années, nos 15 stagiaires seront pilotes d'avions de chasse, d'avions de transport ou d'hélicoptères. Le risque d'un crash fera alors partie de leur quotidien. Et ce qu'ils ont appris au cours de ces 3 jours leur sauvera peut-être la vie. À Mulhouse, Eric Zipper et ses volontaires poursuivent leur exercice de sauvetage après un séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Après une première intervention dans une zone industrielle en ruine, la trentaine de bénévoles de son ONG doit maintenant faire face à un nouveau défi. Opérer dans des souterrains. Cette zone-là, c'est la seule zone qui est encore accessible après les secousses qu'il y a. Toute la zone qui est ici, elle est inaccessible, vous ne la trouverez pas. De toute façon, c'est boulé, on ne peut plus y aller. Il n'y a pas de lumière, vous êtes dans du leuce. Donc le leuce, si vous voulez, c'est un truc qui est solide comme de la roche quand on donne des coups de pied dedans, mais qui par contre peut aussi se détacher comme un rien, c'est fin comme du talc. Donc en cas de séisme, ça devient très vite liquide aussi, donc vous verrez, il y a des endroits où les plafonds sont tombés et tout, il faudra faire un peu attention.
Lors d'un vrai tremblement de terre, des souterrains se forment sous les ruines. Il faut savoir y progresser pour atteindre les victimes. C'est l'objectif de cet exercice. On est dans une dernière encore avec vous là. Pour éviter de se perdre, les sauveteurs utilisent de petites lampes à piles. Pour eux, ce qui est compliqué, c'est qu'ils travaillent dans le noir. Ils travaillent dans un environnement qui n'est pas tout à fait l'environnement habituel. Et puis surtout, ils travaillent dans un environnement qui est labyrinthique. D'où les dispositifs qu'ils ont pour pouvoir retrouver très rapidement la sortie en cas de réplique et pouvoir se remettre à l'abri. Anaïs, on va jeter un coup d'œil là-haut, tous les deux. On va voir ce qui se passe. Après un séisme, les bougies sont interdites à cause des éventuelles fuites de gaz. Mais la zone est immense. Alors pour faciliter leur recherche compliquée par l'obscurité, un maître chien est appelé en renfort. Petit intérêt, hein. L'odorat d'un chien est 400 fois plus développé que celui d'un homme. Cet animal est donc le meilleur des détecteurs de victimes ensevelies. Allô? Il y a quelqu'un en bas? Ah d'accord, je vais vous envoyer les secours. Je vais prévenir les équipes. C'est bien Lolo. Papa est content. Allez, viens. Je vais prévenir les équipes, hein. Le berger allemand a senti un individu situé à plusieurs mètres de profondeur. Pour l'extraire, il va falloir utiliser un mini-treuil fixé sur un trépied portatif. Ça se clique tout seul dès que tu l'ouvres. Tu l'ouvres à fond, ça va se cliquer dans le... Oui, ça fait. Allez, on est parti. Ça va Anaïs? Comment sont les parois là? Très bien, ça va. Ça va, ça tient, c'est pas friable? Non, non, c'est pas friable. T'es à combien de mètres du trou? 2 mètres là. 2 mètres, d'accord. Par 1 mètre. Anaïs, elle est descendue en tant qu'infirmière. Elle est équipier, donc en fait elle a la capacité de descendre sur les victimes et elle est en train de faire un bilan primaire. Lui, il va par contre envisager le moyen d'extraire la victime. Le blessé se trouve dans un second tunnel à 4 mètres sous le sol. Il est censé avoir les chevilles cassées. Il faut que quelqu'un soulage les pieds et qu'à la limite tu sois derrière et puis que tu l'aides à le tracter. Ça va? Grâce au trépied, la victime est sortie en une dizaine de minutes seulement. C'est bon? Là, on est là, non? Voilà. Allez. Allez. On tourne. Attention. Tranquille. Attention pour poser. Posez. Il est 23 h. L'entraînement dure depuis le matin, mais il est loin d'être fini. Pour que ces volontaires soient prêts à affronter les pires situations en cas de séisme, ils doivent apprendre à travailler malgré leur épuisement. Ce que je vous demande, c'est d'être très prudent. Les bâtiments ont été vraiment très accidentés, donc il y a vraiment pas mal de dangers cachés. Cette jeune femme est chargée de mission au sein de l'ONG. C'est elle qui a préparé le prochain défi nocturne de nos sauveteurs. Trouver puis évacuer une victime perdue dans une usine délabrée. Donc je compte sur vous pour faire attention. Allez, ça roule. OPEX, notre expert des interventions en milieu périlleux, participe lui aussi à cet exercice. Il doit assurer la sécurité de son équipe tout en coordonnant les recherches. Ici les secours! Si vous m'entendez, faites du bruit! L'usine fait plus de 1000 mètres carrés et il faut passer chaque pièce au peigne fin. Pour corser l'exercice, la victime a été particulièrement bien cachée. Hein, OPEX, tu checkes en hauteur? Évoluer dans ces grands espaces est aussi l'occasion pour les secouristes d'acquérir les réflexes qui leur permettront de sauver des vies le moment venu. Ok, race. Race, allez. Pour l'instant, la victime reste introuvable. Et l'état du bâtiment complique la progression des sauveteurs. Il y a des petits pièges, il faut être vigilant, mais... Ici, là. En fait, quand on n'est pas sûr de la structure du bâtiment, on doit longer en fait le plus proche du mur. Et c'est de la dalle là? C'est bon. Okay. Quand on s'aventure notamment comme ça en plein milieu, faut faire vachement, faut être vigilant quoi. La lettre V, comme vérifier. Autrement dit, plus personne ne passera par ici. Les sauveteurs ont donc une lourde responsabilité,
car dans la réalité, s'ils passent à côté d'une victime sans la voir avant d'inscrire cette lettre, elle sera condamnée. Ici les secours, est-ce que vous nous entendez? Ok, c'est bon, y'a rien. Finalement, c'est une autre section de l'équipe d'OPEX qui a trouvé la victime. Elle est bloquée dans un endroit pour le moins inhabituel. Chef de groupe, équipe 2, pour vous aviser de la découverte d'une victime. Homme de 35 ans, il est sur la partie supérieure du monte-charge dans le bâtiment. Un endroit improbable pour tester la perspicacité des sauveteurs. Ma collègue va vous poser une perfusion là pour soulager la douleur. Hein. Entraînement difficile, guerre facile. Hein. Là, on met dans des endroits un peu compliqués. Comme ça, pour nous, ça nous permet de voir tout un tas d'idées de manœuvres. Voilà, ça permet de revoir pas mal de choses. Voilà. Là, il est très clair que dans la vraie vie, retrouver quelqu'un au-dessus d'un monte charge, enfin, c'est pas possible, quoi. Attention pour lever. Bilan de cet exercice. De jour comme de nuit, l'équipe d'OPEX a fait un sans faute. Un résultat de très bon augure pour tous ces jeunes volontaires qui risquent de partir un jour sur le théâtre d'une vraie catastrophe naturelle. En Guyane, la semaine de survie du stage Jaguar entame sa dernière ligne droite. Il est 4 h du matin. Cette nuit, les numéros 19 et 29 ne fermeront pas l'œil. Ils doivent chasser de quoi nourrir leurs camarades restés au camp. Leur stratégie, se poster à l'affût près d'un piège installé un peu plus tôt. Avec un peu de chance, les agoutis viendront pour manger les fruits qui sont là-bas. Et avec un peu de chance, on pourra faire un carton. Installés à leur poste de guet, les deux hommes attendent patiemment l'arrivée de ce petit rongeur très répandu dans cette partie de l'Amazonie. Le temps passe, mais toujours rien à l'horizon. Numéro 29 décide de s'enfoncer dans la forêt pour tenter sa chance. Quelques heures plus tard, la besace de nos chasseurs reste désespérément vide, malgré le lever du jour. Pourtant, ce ne sont pas les oiseaux ou les petits singes qui manquent au sommet des arbres. Mais la végétation est si dense qu'il est impossible de les apercevoir. Numéro 29 doit se résoudre à tirer au jugé. Touché, on n'est pas sûr, mais bon, il y avait des singes au-dessus. Le problème, c'est qu'ils sont très hauts, donc c'est pas facile à avoir. Il faudrait qu'on ait un fusil, pas avec plusieurs plombs, mais avec des vraies balles, tu vois, pour pouvoir viser plus. C'était une tentative, mais pas loin. Pas loin, mais à côté quand même. Alors qu'ils ne mangent pratiquement que des fruits ou des cœurs de palmier depuis 4 jours, le groupe devra se passer de viande aujourd'hui encore. Au camp, les autres stagiaires se réveillent doucement. La fatigue, la faim et surtout l'humidité permanente commencent à avoir raison des organismes les plus endurcis. J'ai dormi très mal, on avait faim, on avait froid et le lit il n'était pas très confortable. Donc là je commence à avoir un début de mycose, ça fait très mal, j'ai même du mal à marcher. Cette poudre blanche est un traitement contre la mycose des pieds. Personne n'est épargné. Les rangers trempés des candidats se sont transformés en vrai bouillon de culture. Si le problème s'aggrave, il faudra évacuer les plus atteints. En fait, ça bouffe la peau et ça brûle. Ça passe dans la nuit, mais après, quand on reste longtemps dans les chaussures, ça revient. Bah, sécher les pieds toute la journée, les laver, sécher les pieds. C'est le seul moyen, et sinon souffrir, continuer. Ça passe pas comme ça. Malheureusement pour ses pieds, c'est une nouvelle journée chargée qui s'annonce. Les stagiaires ont reçu l'ordre de construire un radeau pour rejoindre par le fleuve le camp de base de la Légion étrangère. Vous cherchez quoi exactement? Du bois canon. Pourquoi? C'est quoi?
Ça flotte. Le bois canon doit son surnom aux explosions qu'il provoque quand on le brûle. Mais il a surtout la particularité d'avoir un tronc creux, ce qui fait de lui le matériau idéal pour fabriquer un radeau. Armés de leurs petites machettes, nos apprentis bûcherons s'acharnent pendant plus d'1 heure pour couper un premier tronc. En pure perte. Il est accroché au liane en haut. En fait, il est tombé, mais il est tombé sur un autre arbre qui l'a complètement bloqué. Donc maintenant, on est un petit peu embêté. Donc là, on va plutôt rechercher un nouveau et taper sur le nouveau. Mais on va essayer de prendre un peu plus petit. Les stagiaires n'ont pas le choix. Sans radeau, les instructeurs les laisseront où ils sont. Ils s'attaquent donc à un 2e arbre. Malheureusement... Alors, on n'a vraiment pas de chance aujourd'hui. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce nouveau tronc reste lui aussi coincé dans les arbres. Foudrage, un stagiaire s'obstine comme un diable. Cette fois, pas question de céder. La nature devra plier. 2, 1. Après 20 minutes d'un combat acharné, c'est enfin la délivrance pour toute l'équipe. 1, 2. Mais le plus dur reste à faire. 1, 2, 3. Une fois débité, il faut descendre les troncs un par un jusqu'au fleuve situé 500 mètres plus bas, en empruntant un chemin particulièrement difficile. Go, 1, 2. C'était mieux là, c'était mieux de l'autre côté, regarde, là t'as la race des coups, c'est la merde. Me tire pas. Tu veux qu'on le mette où? Là, sur ta gauche. Tu veux qu'on le foute là? Prévoyant, numéro 19 veut tester le rondin avant de commencer la construction du radeau. Sorry. Et tu veux qu'on le balance? Bah, pas qu'on le balance complètement, mais grosso modo, oui. Après tant d'efforts, on n'est jamais trop prudent. Déjà, ce qu'il faut qu'on voit, c'est s'il flotte. Parce que s'il flotte pas, de toute manière, dans ces cas-là, il faut chercher autre chose. Allez. C'est confirmé, ils ne se sont pas trompés d'arbre. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule... Oh papa! Allez, merci! J'ai envie de t'embrasser. Ah, pleine transpiration là. Doucement. L'un des pêcheurs du jour a rapporté le dîner. Avec un peu de chance, il y en aura d'autres d'ici ce soir. C'est donc le cœur léger que les hommes improvisent un chantier naval sur la berge. Comme d'habitude, ils doivent faire avec les moyens du bord. Seul impératif, être prêt pour une mise à l'eau le lendemain matin aux aurores. En fin de journée, les instructeurs débarquent pour la traditionnelle inspection. Radeau, pêche, ils vont tout noter. Bien fixé. Ce truc, ça aurait pu être un peu plus large. Il y en a qui ont des boutons là. Bon, vu que vous avez maigri... Les instructeurs sont satisfaits. Leurs leçons sur la fabrication d'une embarcation de fortune ont été bien appliquées. Reste la pêche. Il est où le piège de pêche? Souvenez-vous, la veille, numéro 21 avait imaginé un piège à poissons en bambou dont il était visiblement très fier. Et quand la marée sera basse, normalement, si tout se passe bien, le poisson qui est dedans, il est même censé pouvoir le récupérer à la main dans le piège. Reste à savoir si les instructeurs vont partager son enthousiasme en découvrant le résultat. Et les trous, c'est pourquoi? Faut laisser passer les poissons? Bah là-bas, tu vois pas, il y a un trou qui est large comme un hack. Et c'est pas des lamentins que vous voulez attraper. Et la porte, c'est où? La porte, elle est là. Donc là, c'est marée basse, c'est ouvert, mais quand c'est marée haute, comme ça. Il va rentrer dans mon top 10 pour mettre dans ma chambre, des plus magnifiques pièges réalisés par les stagiaires. Je suis vraiment impressionné. Oui, sérieusement. C'est de la merde. Non, il y a du boulot encore. Enfin. Pourquoi c'est de la merde? Bah, il y a des trous partout en fait. Je comprends pas trop le principe. Au camp, le lieutenant Samuel donne ses dernières instructions. Donc on vous souhaite un bon appétit. Et donc demain matin, vous avez les horaires 5h40, mise à l'eau des radeaux et on arrive. Et ça commence. Le visage des candidats en dit long sur leur état. Heureusement pour eux, leur supplice touche à sa fin. Demain, l'épreuve du radeau marquera la fin de cette semaine de survie.
À l'aube du 5e et dernier jour, il est à peine 6 heures. Les 22 volontaires du stage Jaguar barbotent déjà depuis 20 minutes dans le fleuve. Ils ne sortiront de l'eau qu'une fois arrivés à la base. Hey, ça va bien, non? On est pas mal. On est nickel là. L'eau est pas trop froide, ça va. On est super. Voilà. On voudrait pas être ailleurs. À chaque session, c'est la même chose. Après ce qu'ils ont vécu, les stagiaires prennent ce bain rafraîchissant pour une partie de plaisir. Mais c'est oublier un peu vite que leur épreuve de survie n'est pas terminée. Et si les instructeurs ont imaginé cette dernière épreuve, ce n'est pas par hasard. Au bout de 50 minutes dans l'eau, la bonne humeur a complètement disparu. On entre dans le vif du sujet. Privés de calories depuis 4 jours, les nageurs sentent le froid et la fatigue les envahir progressivement. La baignade tonique et vivifiante se transforme en vraie torture. Là, ils en sont à 1h20 de radeau. Donc on voit que autant les groupes, dès le départ, ils sont restés groupés pendant presque 1 heure. Et là, maintenant, depuis 20 minutes, la distance est créée entre 2 groupes qui sont partis en tête et un groupe qui se retrouve largement derrière, ce qui arrive souvent, parce qu'on considère qu'au bout d'1h30, enfin on considère, c'est pas moi qui le dis, qu'au bout d'1h30, les premiers crampes commencent à arriver. Et là, je pense qu'il y en a qui commencent à ressentir un peu le froid dans le fleuve, et qu'il y en a qui commencent à avoir des crampes dans les mollets, et du coup, ils se reposent un peu sur le radeau en se sentant portés par leurs camarades. Tandis que les retardataires luttent toujours contre les crampes et la fatigue, les 2 groupes de tête mettent enfin pied sur la berge. Cette dernière épreuve les a achevés. Il était temps que ça s'arrête. C'était bien. Ça va, je suis content d'avoir fini l'étape survie. Donc là, on attend la suite en fait. Pour voir ce qui nous attend. J'espère que ce sera un bon repas. C'est effectivement un vrai festin qui attend ceux qui ont survécu à ces 4 jours et demi de martyre. Un bol de soupe, un morceau de fromage, 2 compotes et une tranche de pain. C'est tout simplement le paradis après l'enfer de la jungle équatoriale. Voilà. Le bonheur, ça vaut la tour d'argent. Meilleur repas de ma vie. C'est bon? Oh mon Dieu, c'est... Les volontaires peuvent maintenant récupérer leur sac à dos. Mais le lieutenant Samuel leur réserve une dernière surprise. Il n'a pas oublié l'échec de l'épreuve de brancardage. Et puisque la journée n'est pas terminée, c'est l'occasion idéale de leur donner une seconde chance. Incrédules, les hommes pensent qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Il vous reste 10 minutes. Mais non, après 5 jours de calvaire, ils n'ont toujours pas compris l'humour légionnaire. S'ils ne veulent pas nous énerver et qu'ils veulent que ça soit réellement terminé à l'issue de cet exercice, ils ont intérêt à se sortir les doigts rapidement. C'est donc au pas de course, exténués mais ravis d'en avoir enfin terminé avec la jungle, que les 22 stagiaires retrouvent le camp de base. Allez, tout le monde la main sur le brancard. La main sur le brancard, les gars. Allez, la battue. Tout le monde. La main sur le brancard, les gars. Allez. Vive en avant. Vive Vive En Alsace, fin de formation pour les bénévoles de l'ONG spécialisée dans l'assistance aux victimes de catastrophes naturelles. Ils sont désormais prêts à intervenir n'importe où dans le monde. De leur côté, les stagiaires de l'armée de l'air sont repartis dans leurs affectations respectives. Hélicoptère, transport aérien et chasse. Si un jour ils sont dans l'obligation de s'éjecter ou sauter en parachute, ils savent maintenant comment se protéger du froid pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Enfin, un seul des 22 candidats du stage de survie en milieu équatorial a dû abandonner pour raison médicale. Les autres ont gagné le droit de participer à l'ultime étape de ce stage particulièrement éprouvant, une semaine de lutte anti-guérilla, toujours dans la jungle.